Bonjour et bienvenue à l'entretien sur France 24. Mon invité aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Merci beaucoup de votre présence avec nous. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Ce sont vos dernières semaines en tant que secrétaire général des Nations Unies. Je vais commencer par les élections américaines. Donald Trump a dit beaucoup de choses sur le fait qu'il était prêt à mettre l'Amérique d'abord au premier rang. Est-ce que vous êtes inquiet? Pensez-vous que Donald Trump dénoncera certains accords clés à l'international, l'accord sur le climat, bien évidemment, mais également les accords nucléaires avec l'Iran? J'ai entendu tout ce qu'il a dit pendant la campagne électorale. Maintenant, il est élu. Et j'ai été très encouragé par ce qu'il a dit pendant son discours de victoire. J'ai d'ailleurs pu m'entretenir avec lui par téléphone. Nous avons eu une conversation de très bonne qualité. Nous avons abordé de nombreuses questions, et notamment le changement climatique. Nous avons convenu de nous rencontrer. Et donc j'espère que je pourrai le rencontrer en face à face et que nous pourrons discuter des questions qui nous concernent tous. Les questions auxquelles on fait face les Nations Unies sont des questions qui concernent notre humanité commune, notamment le changement climatique. J'ai entendu ce qu'il a dit pendant la campagne. Cet accord sur le climat qui a été trouvé à Paris en décembre de l'année dernière a été le couronnement d'un engagement très fort de la part de 193 États membres, y compris différentes parties prenantes. Donc 193 parties ont signé et plus de 10 pays ont ratifié cet accord. Donc on ne peut pas faire machine arrière. Non, il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est irrévocable. Et c'est vrai qu'il y a eu des polémiques, des voix sceptiques se sont élevées. Dont lui. Oui, dont lui. C'était un responsable économique qui a connu beaucoup de réussite. Aujourd'hui, c'est un responsable politique. Et donc, il doit écouter la voix du peuple. Et donc, vous êtes à la fin de votre mandat, très bientôt. Votre plus grand succès, c'est sans doute l'accord sur le climat. Votre plus grand échec maintenant? La Syrie? Eh bien, la Syrie, oui, c'est probablement l'une des crises pour lesquelles je regretterai toujours profondément que nous n'ayons pas pu y mettre un terme. Mais je pense que c'est un échec collectif de la communauté internationale. C'est une grande déception en tant que secrétaire général pendant mon mandat. Pendant 10 ans, j'ai été très déçu face au point de vue très étroit, prenant en compte uniquement l'intérêt national, ce point de vue égoïste. Certains pays se sont concentrés sur leurs propres intérêts. Vous avez été déçu par certains dirigeants. Vous pouvez en dire plus maintenant. Oui, bien sûr. Et le cas syrien, c'est un exemple criant. C'est un exemple de ce que nous n'avons pas pu réaliser, mais il y a aussi le Sud-Soudan, le Yémen, la République centrafricaine, le Burundi. Ils se battent tous, ils n'écoutent pas la voix du peuple. Et ils se concentrent sur leur petit intérêt. Mais en ce qui concerne l'obstruction, sur la Syrie par exemple, on a fait beaucoup de commentaires sur le fait que l'un des membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire la Russie, a bloqué les négociations. Est-ce que cela a été votre obstacle principal dans la résolution de la crise? Il y a 3 domaines dans lesquels il y a des divisions, pas seulement au sein du Conseil de sécurité. Le peuple syrien est divisé en 2 groupes qui se battent entre eux. Et les puissances régionales au Moyen-Orient sont totalement divisées. Donc il y a 3 divisions, Syrie, Moyen-Orient, Conseil de sécurité. Et tout cela, ça a créé toutes les conditions qui ont fait que nous n'avons pas pu parvenir
à nos fins. Et dans ce contexte, les Nations Unies ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver des vies par le biais d'assistance humanitaire. Regardez ce qui se passe à Alep. Bombardement de civils. Oui, les bombardements se poursuivent et les convois humanitaires des Nations Unies ne peuvent pas parvenir à Alep en raison de menaces directes en matière de sécurité. Et j'espère que les différentes parties en présence pourront parvenir à des négociations politiques. Vous le croyez vraiment? Ne pensez-vous qu'au bout d'un certain temps, vous vouliez vraiment taper du poing sur la table en disant « trop, c'est trop » ? J'ai fait de mon mieux. J'ai discuté en permanence avec le groupe P5 de manière collective ou pris un par un. Mon envoyé spécial, M. de Mistura. Mission impossible. Mon objectif, c'est de faire de cette mission impossible une mission possible. Vous y croyez encore? C'est possible, mais avec de la volonté politique. Vous ne pensez pas qu'il s'agit d'une guerre sans fin? Il faut mettre l'accent sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de solution militaire. Il n'y a qu'une solution politique qui peut mener à une solution durable sur cette question. Eh bien, pour parler de pression, justement, sur les Nations Unies, il y a eu un épisode durant lequel on a accusé l'Arabie saoudite d'avoir tué des enfants au Yémen. L'Arabie saoudite, justement, a fait partie des suspects dans le rapport des Nations Unies. L'Arabie saoudite, comme vous l'avez dit, a fait pression sur les Nations Unies pour qu'elle retire l'Arabie saoudite de la liste des suspects. Vous avez dit que c'était inacceptable. Le rapport est encore à venir. Pour vous, est-ce que c'était vraiment le moment où vous avez senti que des États membres mettaient trop de pression sur les Nations Unies qui n'étaient pas à la hauteur? Oui, alors il y a eu des cas, ça a été le cas de l'Arabie saoudite, dans lesquels des pays ont mis leurs intérêts nationaux avant. On a trop mis l'accent sur ces intérêts nationaux et on peut voir cela comme des pressions qui sont exercées. Mais moi, j'ai été nommé pour faire respecter les règles de base, les grands principes. Avez-vous retiré l'Arabie saoudite de la liste des suspects? C'est une décision provisoire parce qu'en tant que responsable des Nations Unies, je dois veiller au fonctionnement global des Nations Unies. C'est très important. Et je dois sauver de très nombreuses vies humaines. Parce que sinon, on ne pourra pas apporter d'aide immédiate. Et donc, dans de nombreux cas, il faut d'abord sauver des vies humaines et ensuite rechercher la justice et l'application du principe de responsabilité. Il faut des approches pratiques, concrètes. On ne peut pas laisser des gens mourir. Et c'est pourquoi j'ai eu des rencontres avec le prince héritier, avec son adjoint, avec le ministère des Affaires étrangères, et ils se sont engagés à changer leur manière de procéder. Vraiment, pensez-vous que ça va se produire? En utilisant tous les outils diplomatiques, en m'appuyant sur mon envoyé spécial, le cheikh Ahmed, et en s'appuyant aussi sur des pays qui peuvent avoir une influence sur les camps en présence. On peut avancer. J'ai rencontré M. Kerry, qui était à Oman et qui a rencontré les Houthis, des Yéménites. Et mon envoyé spécial est sur le terrain en permanence. Il est en lien avec les deux camps. Je leur ai dit qu'il ne pouvait pas y avoir de solution militaire. Et je leur ai dit qu'il fallait continuer dans le droit fil de la réunion qu'il y a eu au Koweït pour avoir une solution politique durable. Je voudrais aborder une autre question qui vous poursuit et peut-être votre héritage également. Haïti, l'épidémie de choléra en 2010 après le tremblement de terre. Après des années à avoir dit qu'il n'y avait pas de preuves qui montraient que vous et les casques bleus avez amené le choléra dans l'île, il y a quelques mois, cela dit, vous avez exprimé des regrets profonds, mais vous n'avez pas présenté vos excuses formelles. Est-ce que vous allez le faire avant votre départ? Le 1er décembre, je vais faire un rapport à l'Assemblée générale
sur les préparatifs. J'étais en Haïti le mois dernier. J'ai rencontré de nombreuses personnalités, y compris des responsables du gouvernement. J'ai exprimé mes profonds regrets quant à ce que les Nations unies n'ont pas pu réaliser au regard des besoins. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous avez l'intention de présenter des excuses formelles au peuple de Haïti de la part des Nations unies? Nous continuerons de fournir l'assistance nécessaire et nous essaierons de voir comment nous pouvons régler ce problème. J'ai déjà exprimé ma responsabilité morale, j'ai exprimé mes profonds regrets pour ce que nous n'avons pas pu réaliser face aux besoins. Dernière question maintenant. Elle concerne la République démocratique du Congo. À quel point êtes-vous préoccupé de la situation? Beaucoup de violence, beaucoup de tensions se sont déroulées concernant une fin éventuelle du régime de Joseph Kabila. J'ai pris note de la nomination du nouveau Premier ministre et je salue l'accord politique qui a été adopté le 18 octobre. Je l'ai rencontré à Kinshasa en personne et je lui ai fait part de toutes mes observations. Je lui ai fait part de mes réflexions sur la manière de résoudre tous ces problèmes. Tout d'abord, je pense que l'accord du 18 octobre doit être intégré intégralement et il faut que le président Kabila lance un dialogue plus large, un dialogue politique plus inclusif. J'ai rencontré des responsables politiques de l'opposition, des membres du parti qui est au pouvoir, y compris le président Kabila, et je les ai appelés à résoudre toutes ces questions de manière pacifique. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Bonne chance pour votre avenir. Merci d'avoir regardé cette édition de l'Entretien ici sur France 24.